Bonjour encore tout le monde. Et, Mimi, avant qu'on commence les présentations et avant qu'on parle de la synagogue, etc., et peut-être présente-toi et présente qui tu es et tout d'abord, comment tu es arrivé là-bas? Ah, Voilà. oui, d'accord. Alors, je m'appelle Mimi von Moos. Je suis d'origine de Lucerne en Suisse et je suis artiste. Et actuellement, j'habite à Bâle et à Rotterdam avec Willem. Et puis voilà, je suis membre de l'association Ancienne Synagogue à Heckenheim. Et c'était une coïncidence que j'ai découvert l'ancienne synagogue parce que je connaissais le propriétaire, Daniel Schické, qui l'a acheté de... Bon, je vous raconterai toute l'histoire Oui. après. Et, et voilà. Et puis finalement, maintenant, depuis une année, je suis même la propriétaire de la synagogue. Mazel tov. Ouais, ça m'est vraiment arrivé. Je m'attendais, c'était une surprise pour moi aussi, mais les circonstances étaient telles que je me sentais presque obligée de l'acheter. Et puis, mais je le regrette pas. Je le regrette pas. C'est un fantastique projet. Je suis très persuadée de ce projet. Et j'ai des gens aimables qui m'aident, qui sont avec moi. C'est Roger Harmon qui me soutient beaucoup. Roger Harmon est membre de l'association et il est historien. Il est très spécialisé sur l'histoire juive en Alsace. Et puis, il y a Sophia Lismont, qui est depuis peu de temps avec nous, qui m'aide avec la collecte d'argent pour le projet et pour la restauration surtout. Et c'est une super collaboration. Je suis très heureuse qu'elle fasse part de ce projet. Voilà, elle est de l'Estonie et depuis peu de temps, elle vit avec sa famille à Arlesheim, en Suisse. Et puis Willem Mess est aussi part du comité de l'ancienne synagogue. Lui, il est mon mari et aussi très amoureux de la synagogue. Tu veux dire quelque chose? No, well, I'm artist, photographer, and before I was civil engineer. Oh. Alors, je commence la présentation si... Oui, on va commencer. D'accord, alors... On a de la chance, tu as beaucoup de documents, beaucoup Oui. de passages de la vie de la synagogue aussi. J'essaye de... Der Host hat den Screen sharing. Ah, Yoav, Oui, tu devrais libérer le voilà, screen sharing. c'est bon. Voilà, parfait. Alors, c'est ça. Bildschirm freigeben. Maintenant, est-ce que vous le voyez bien maintenant? Oui, tu peux faire comme on a fait avant avec les flèches voilà, sur le grand, tu peux mettre à côté, comme ça on voit le total de la photo. Freigeben. Frei. Et après, tu as la flèche. Neue Freigabe. J'essaye encore. Est-ce que c'est mieux maintenant? C'est très bien. C'est très bien? Oui, Parfait. c'est parfait. Alors voilà, ça c'est le bâtiment, c'est l'ancienne synagogue de Heckenheim, 4 rue d'Alsace. Je me suis déjà présentée. Là, ça c'est la vue depuis la rue. Elle est en fait en plein centre de Heckenheim. Alors, les photos qu'on voit là, est-ce que c'est des photos actuelles? Oui, c'est plus ou moins actuel. Ça n'a pas beaucoup changé depuis les derniers 5 années. D'accord, d'accord. C'est comme ça que je l'ai rencontré, la synagogue. Et comment, en fait, comment tu es arrivé là-bas? Ben, j'ai vu des photos. Daniel Schické, c'est un ami à moi, c'était le propriétaire. Oui. Il m'a envoyé des photos, j'ai vu ces photos, je me suis dit, ça, c'est incroyable, il faut que j'aille voir moi-même. Et quand j'ai vu ce que vous voyez maintenant,
j'ai dit, OK, je suis dans le comité, je ne sais pas ce que vous voulez faire, mais je veux m'engager pour cet espace. Et est-ce que par rapport à ton engagement qui est, je comprends qu'il est un engagement plutôt émotionnel, Oui, c'était très émotionnel. est-ce que, voilà, par rapport à ton autre famille, von Mous, c'est très juif, on voit. Non, non, moi je ne suis pas juive du tout. Voilà. Alors, comment... Je suis née catholique. bah, tu sais comment on dit chez nous, nobody's perfect. Oui, ben voilà, c'est... Voilà, mais on peut dire que voilà, tu es tombée amoureuse, Oui. si j'ai bien compris. Je ne suis pas tombée amoureuse partiellement parce que c'est une synagogue, mais parce que c'est un espace très, très, très beau, très, très spécial. Je n'arrive pas très bien à expliquer pourquoi, mais c'est vraiment l'espace qui m'a attirée. Et c'est vrai que je ne suis pas juif et ce n'était pas... Ça n'avait pas... C'était pas une raison pour prendre cette décision, voilà. Absolument. Mais après, j'ai appris beaucoup. Hein? Non, excuse-moi. Oui. Voilà, c'est ce que j'ai retrouvé. Et puis, ce qui m'a vraiment émerveillée, c'est l'escalier baroque qui monte sur le premier étage. Ici, vous voyez, il y avait un mur. Ici, c'était l'ancienne école de Torah. Peut-être je n'ai pas les bons termes. Et ça, vous connaissez, c'est la galerie pour les femmes. D'accord. Bah, les photos qu'on voit là, elle est très, très intéressante. En fait, l'élément qui fonctionne comme un grillage est très original finalement. Ah oui, oui, bah, c'est ce genre de choses. Bien sûr, je n'en sais rien, mais Roger, il sait beaucoup. Si jamais, Roger, si tu mets ton microphone en route, tu peux aussi donner des commentaires. Hein. Je ne t'entends pas, mais je ne te vois pas, mais Alors, je vais activer. Ah, voilà. Je vais essayer. Voilà, ça marche. Roger? Hello. Ah, yeah. Oui. Hallo. Hello. Roger, wenn du gerne Kommentare, c'est français. Tu veux dire quelque chose sur la synagogue? La première question, c'est l'âge de la synagogue. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas exactement sûr. À Agen-Talaba, à distance de 5 km, on a fait une synagogue en 1725. Voilà. Mais on a démoli cette même synagogue à Agen-Talaba 2 ans plus tard, selon un arrêt du roi Louis XV. Et on aurait pu faire une synagogue à Hegenheim. Il y avait déjà une grande communauté juive à Hegenheim en 1725. Mais la question se pose, pourquoi a-t-on dû démolir la synagogue d'Agen-Talaba, mais pas la synagogue de Hegenheim? Peut-être c'est car il n'y avait pas une dénonciation. Oui, de Hegenheim. À Agen-Talaba, il y avait une dénonciation à l'évêque de Bâle qui a transmis cette dénonciation au ministre d'État et du ministre d'État jusqu'à Paris au roi qui a décrété qu'il faut démolir la synagogue de Agen-Talaba pour faire une église à Agen-Talaba. Mais à Hegenheim, peut-être, il y avait en même temps, 1725, une synagogue, 7 synagogues, les murs en tout cas, mais sans dénonciation, pas de démolition. En tout cas, en 1767, on a pu refaire une synagogue à Agen-Talaba avec permission d'État. Et pour moi, c'est le terminus post-crème pour la synagogue de Hegenheim. Au plus tôt, peut-être 1725, ou plus tard,
vers la fin des années 1770, je suppose. Oui? Ce papier, c'est du département. C'est inventarisé, la synagogue est inventarisée, fondée en 1723. Oui, mais oui, il faut trouver la documentation. Je ne connais pas le document. C'est très intéressant. Oui, je l'ai toujours supposé en me posant la question pourquoi pas de démolition en même temps que Agen-Talaba. Mais c'est bien possible. En tout cas, 1815, après la bataille de Huningue, l'armée Österreich-autrichienne a fait un incendié la synagogue de Hegenheim. Et on a eu 5 ans pour chercher les moyens de refaire la synagogue et on a inauguré la synagogue de Hegenheim en 1821. Voilà. Yeah. Et l'intérieur de la synagogue, comme nous venons de la voir, c'est de 1821, on l'a fini, sauf la grande fenêtre. Oui. Nous devons l'existence de la synagogue à cette fenêtre parce que Walter Gertler, mon ami, il a eu besoin de la lumière pour utiliser la synagogue comme atelier. Et sinon, on aurait démoli la synagogue. Oui, voilà l'état antérieur. Mais la lumière n'a pas suffi pour lui. Et c'est la seule grande chose, la grande intervention de Walter Gertler. Sinon, le reste, il a préservé. Nous devons l'intérieur à lui parce que la première chose qu'on fait en achetant une synagogue ancienne est enlever la plâtre, le bois jusqu'au mur de pierre. Mais ici, nous avons le bois, le plâtre, c'est-à-dire la chair sur les os qui, pour moi, résonne encore avec les prières, les psaumes de 200 ans plus ou moins. Et avec cette grande intervention de Walter, c'est la fenêtre. Mais sans la fenêtre, pas de synagogue. D'accord. Peut-être il faut expliquer, voilà, qui est ces personnes-là qu'on voit. Oui, voilà, je continue mon histoire. Ça, c'est parce que la synagogue a été désaffectée, je crois, on dit, en 1919 ou 20. Oui. Il n'y avait plus de juifs à Hegenheim ou pas assez de juifs pour la visiter. Après, ça a été, pour longtemps, c'était juste un dépôt d'outils agricoles. Et pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, c'était un Gefangenenlager pour des Russes. Et après la guerre, en 1961, Walter Gürtler, c'est un artiste bâlois, un sculpteur, a acheté la synagogue. Et puis, il a fait cette transformation. Et il s'est marié avec Julie Gürtler, avec Julie, et puis elle s'appelait Gürtler après. Et elle était danseuse. Elle a donné des cours de danse dans l'ancienne synagogue. Et voilà, ici on voit une sculpture de Walter Gürtler et puis on voit Julie Gürtler donner des cours aux enfants. Ici on voit, elle avait son studio sur la galerie de femmes. Elle a transformé ça. Walter et Julie ne sont pas restés très longtemps ensemble. Ils ont fait un grand voyage ensemble c'était quand Le voyage en Inde. En 66
64, 65, ils ont fait un voyage en voiture avec un Citroën, le petit Citroën. Ils sont allés en Yougoslavie, Roumanie, Bulgarie, en Turquie, Iran, Pakistan, Afghanistan, aux Indes, à Népal, Thaïlande et en Cambodge. Wow. Et malheureusement, après ça, ils se sont séparés, comme il me semble. Et puis, en 69, ils se sont séparés. Et Walter Gürtler a commencé à s'intéresser au gourou indien. Il a commencé à suivre un gourou Paramahansa Yogananda. Et il a arrêté, il a renoncé à l'alcool, à la fumée, il est devenu végan. Et Julie Gürtler est devenue une spécialiste en danse de ventre, mais elle a quitté la synagogue Hegenheim. Et ici, on voit, c'est des photos documentaires de Walter Gürtler. C'était à la fin de sa vie. Il suivait, entre-temps, il suivait le gourou Sri Satya Sai Baba, et puis il faisait des cercles de méditation dans la synagogue. Et puis en fait, pendant 20 ans, je crois qu'il ne travaillait plus dans son studio. Son studio était prêt pour travailler, mais il ne faisait plus rien, il faisait que méditer. Et voilà, je pense que là, à gauche, on voit, ça c'est probablement Yogananda, son gourou Yogananda. Et ici, on voit que c'était tout très bien rangé, mais finalement, il paraît qu'il n'a plus travaillé. Ici, on voit aussi comment il a fermé en haut. En haut, il vivait, c'était ça. Alors, son appartement était en haut, en fait. Son appartement était en haut, voilà. Et ça, c'était c'était la chambre du rabbin que Walter Gürtler a utilisée pour ses cercles de méditation, comme on voit ici. Et ici, on voit le premier étage, comment il a changé pour vivre. Et puis, ce qu'on voit aussi, qui s'est quand même donné pas mal de peine de sauvegarder, de ne rien détruire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments de la synagogue qui étaient conservés. Il a utilisé hier, mais c'était sauvegardé. Oui, voilà. Ici, il y a la colonne qui était toujours là. Puis, ici, on voit très bien, il y a des choses. Ici, il y a quelque chose. Là, il y a un petit... Ce sont tous des héritages de la synagogue qu'il a implémentés dans sa vie quotidienne. Mais bon, après, quand Walter Gürtler est mort en 2012. Oui, 2012. Oui. À la fin d'août. Le 5 août 2012. Oui. Et c'était un choc pour Julie, qui était depuis longtemps, déjà depuis 1981, elle était divorcée de Walter Gürtler, et puis elle ne se rendait pas compte qu'ils avaient un contrat croisé pour la synagogue, c'est-à-dire soudainement, elle était la propriétaire de la synagogue. Oui. Mais elle était complètement surmontée par ça, et elle a cherché quelqu'un qui pourrait l'acheter. Et puis, elle ne voulait pas n'importe qui, elle voulait vraiment quelqu'un qui a le respect pour l'immeuble, pour l'histoire de cet immeuble. Et elle a trouvé Daniel Chiquet. Mais en fait, c'était aussi c'était aussi une grande charge parce qu'il devait vider tout cet immeuble qui était plein de matériel et de mémoire aussi de Walter Gürtler et bien sûr de la synagogue. Et en fait, parce qu'il a plus travaillé pendant 20 ans dans le hall, il y avait le verre du bois qui était partout, alors il devait tout vider. Ici, on voit aussi la colombe, et puis on voit combien de matériel il y avait là à l'intérieur. Et voilà Daniel Chiquet, qui malheureusement ne peut pas être avec nous pour ce Zoom, qui est en train de vider la synagogue avec ses amis. C'est vraiment un travail héroïque, je dirais.
Moi, je connaissais, à cette époque-là, je ne connaissais pas encore la synagogue. Je ne sais pas, toi, Roger, tu as fait part de ce travail? Tu étais là aussi ou... Roger, tu étais Oui. là? Oui, oui, je suis là. Oui, Ah, tu es là aussi? oui, je je suis devant l'écran. Oui. Non, Je je te veux vois. dire sur la photo. Est-ce Ah, que non, tu as non, été pour vidéo? non, je n'ai pas aidé Daniel. Non. Non. J'avais travaillé beaucoup avec Walter là-dedans Mhm. pendant longtemps, mais Daniel a vidé la synagogue sans mon aide. Oui, sans Mhm. moi. Ah, il y a eu un détail qui est Oui. à remarquer, c'est la cheminée. Vous voyez la pierre là? Oui. C'est l'ancienne vitre de la synagogue. En fait, ça, c'est une partie, comme tu m'as expliqué, de Ouais. la grande vitre qu'il a installée Ouais. avant là-bas. Oui, c'était le oculus, c'était la fenêtre ronde au-dessus du Aron HaKodesh. Oui, c'est ça. On a vu dans la photographie, Ouais, en haut. en haut, oui, et la verre, les vitrines sont préservées aussi. Il les a On les suspendus. a vus. Oui, voilà les deux vitrines Ils sont toujours suspendus là d'ailleurs. de 1821. Oui. Là, on voit la colombe. Il a tout vidé maintenant, Oui. entre-temps. Et puis, il a enlevé les murs dans les arcades de la galerie. Ça veut dire qu'ici, en fait, c'était son appartement sur la galerie. Oui, ça, c'était son appartement. Et Daniel Oui. Chiquet a tout enlevé. Il a vraiment enlevé les traces de Walter Gürtler, il les a enlevées. Et puis, finalement, on avait presque de nouveau la synagogue Oui. qui réapparaissait. Voilà, ici, vous voyez aussi une autre part de la vitre qu'il a utilisée pour la cheminée. Ça, c'était la chambre du rabbin, où Walter Gürtler avait son cercle de méditation. Entre-temps, on a changé un petit peu. C'est devenu un bar à café. Et ici, vous voyez, ça, c'était en fait un premier rassemblement de l'association Ancienne Synagogue. Ça a été créé en 2016. Et cette vieille dame, c'est Julie Gürtler. Ouais. Et ça, c'est moi. Il y a Roger, il y a Daniel Chiquet et Matthias Scheurer. Nous trois, on est dans le comité de l'association. Et puis, oui, peut-être, ouais, je vais vous raconter plus tard sur notre projet dans cet espace. Peut-être, je continue. Ici, vous voyez Daniel Chiquet qui est en train d'expliquer l'histoire de l'ancienne synagogue. Il est toujours, parce qu'on est toujours, moi j'ai acheté la synagogue de Daniel Chiquet, mais on travaille toujours en tant qu'association. Et oui, Alors, toi, tu as fait la synagogue il y a 6 mois, si j'ai bien compris. En août 2019, je l'ai acheté. D'accord. C'était en fait, Daniel, il avait besoin de la vendre de nouveau à cause des raisons financières. Et c'est pour ça qu'il a fondé l'association Ancienne Synagogue, pour s'organiser, pour se mettre, pour être capable de faire une transformation de la synagogue en tant que centre culturel et endroit pour l'art. Et c'est cette association que je suis part. Et on a essayé de vendre la synagogue à une fondation qui nous laisserait en tant qu'association continuer nos activités à l'intérieur et qui pourrait financer les restaurations. Voilà. Mais ça ne s'est pas bien passé parce qu'en fait, on a cherché des fondations en Suisse. La Suisse, c'est un pays de fondations. Il y en a plein, il y a des milliers. Mais en France, c'est différent. C'est un tout différent système. Et finalement, les fondations suisses se sont retirées parce qu'ils se sont rendus compte que l'administration française, c'est très compliqué. Et finalement, ouais,
ça n'a pas marché. Et puis c'est là que moi j'ai décidé, avant qu'on le vende à un spéculateur, parce qu'il y avait aussi des gens qui voulaient faire un parking de la synagogue. Hein. Vous savez comment ça se passe. Oui. J'ai spontanément décidé, ah non, mais c'est pas possible, je vais voir si je peux l'acheter. Et puis, ouais, ça a marché. J'ai fait des investigations pour voir si je peux, est-ce que c'est possible de faire un crédit hypothécaire. Et puis, voilà, j'ai réussi. Et puis, alors, ça allait très rapidement. Et puis, je suis devenue propriétaire d'une synagogue, d'une ancienne synagogue. Voilà. Bon, symboliquement, tu as une grande responsabilité aussi par rapport à la continuation de la culture, on peut dire, de la synagogue. Oui, dans le sens de, c'est la culture. Ce que je cherche, moi, c'est en fait de la culture européenne. Je dirais, pour moi, c'est un endroit qui rassemble les gens avec pour moi, ça n'a pas d'importance de quelle religion ils sont. Mais je pense que l'aspect cosmopolite, ça c'est une chose que je voudrais bien, pour laquelle je pense que la synagogue est aussi un symbole pour rassembler les gens. Et puis voilà, c'est aussi ce que fait Daniel, comme on voit. Ça, c'était l'ouverture d'une exposition. Là, on voit différentes activités, la performance, la musique. Et en fait, c'est aussi toujours ce qu'on demande aux gens. Ils peuvent, pour l'instant, on peut pas faire officiellement des événements parce que le bâtiment ne correspond pas aux normes pour un espace public. Oui. Alors, ça veut dire que les artistes peuvent faire ce qu'ils veulent, mais sur leur propre compte et en propre responsabilité. Et puis, bien sûr, ils doivent aussi le faire en respect de l'espace. Et ce qu'on préfère, nous, c'est aussi vraiment de l'art site-spécifique. Ça veut dire en relation avec l'environnement, avec l'espace. Et ce qu'on voit ici, c'est un artiste qui a fait, par exemple, qui a travaillé avec les choses qu'il a trouvées dans la synagogue. Il a fait un travail sur le mur aussi, le muraille, sur les traces de l'histoire. Là, ce sont différents événements. Alors, toute l'activité qu'on voit maintenant, il date de quel moment? Ça, c'est entre 2015 et 2019. D'accord. Il y a toujours des événements. Il va y avoir un en septembre. Il va y avoir des jours de la poésie. D'accord. Il va y avoir un petit festival de poésie. Il va y avoir encore une petite intervention artistique en octobre. Et puis, il y a aussi une résidence d'un groupe d'artistes maintenant en août. Donc, il y a toujours des choses qui se passent. Super. Voilà, ici, il y a un chœur grec qui chante. Et la performance, le bouto, la danse bouto, ici, c'était en 2015. Et voilà. Et nous, ça c'est nous qui continuons à faire des petits travaux sur le sol, au premier étage. On fait des petits trucs, mais en fait, on est en train de faire... Ah, et ici, on a enlevé la cheminée. Elle était ici. Ça change beaucoup, je trouve. On est très contents. Bien sûr, on a sauvegardé les pierres qui demeurent du vitrage. On voudrait bien les replacer quelque part. On ne sait pas encore comment on va faire ça. Ici, on a enlevé le bois et puis on voit dessous les anciennes pierres, l'ancien sol de la synagogue. C'est malheureusement assez pourri. C'est vraiment ça tombe en pièces parce que c'était très humide. Est-ce que vous avez vérifié l'état? Est-ce qu'il n'y a pas de champignons, de la murule ou des choses comme ça? Des champignons,
Non, il n'y a pas de champignons. Non. Non. Tant mieux. Non. Bon, il y avait le verre du bois. C'est pour ça qu'on a dû enlever le bois ici. C'est parce que le bois était vraiment complètement pourri. Mais sinon, le haut, par exemple, la galerie, il n'y a pas de verre de bois là. Et puis aussi pas dans la charpente est aussi dans un très bon état. Non. Mais par contre, le toit n'est pas dans un bon état, comme on voit. C'est vraiment, c'est aussi complètement pourri. Il faut vraiment urgemment faire le toit. Et voilà, on voit aussi la façade. On veut restaurer la façade. Hein? What? The cutter. Yeah, the cutter. Yeah. On doit tout refaire là. Ça doit être restauré. Ouais. Et là aussi, on veut faire ça de la vieille façon. Ça veut dire le maçon on fait du enduit. Oui. On le refait avec de l'enduit et puis aussi la peinture de calque. Comme c'était, en fait, on veut la reconstruire comme elle était à l'époque. Voilà. Ça, c'est un peu les choses qui doivent être faites. Roger, tu veux raconter l'histoire sur cette ça, c'est intéressant. Ouais. Vous avez du boulot pour les années à venir, pour les prochaines années. Vous avez beaucoup de boulot, hein? Oui. Bon, mais en fait, ça peut être fait jusqu'à l'année prochaine, ça pourrait être fait. Hein. En fait, le boulot qu'on a, c'est de trouver les moyens. C'est ça le boulot. C'est ça qui va prendre beaucoup d'années. Oui. Alors, je ne sais pas si Roger voulait nous expliquer par rapport cette pierre. Voilà, la pierre. Expliquer cette pierre, oui. Je dois mon amitié avec Walter Gertler à cette pierre. Il y a 20 ans, plus ou moins, il m'a demandé, j'ai passé par la synagogue et il m'a invité à jeter un coup d'œil sur cette pierre-là. Et il m'a demandé si je pourrais le lire à lui, parce que c'est écrit, cette pierre. Et oui, j'ai pu lire. On voit là, Zeh hasha'ar l'Hashem tzadikim yavo'u bo. C'est la première ligne. C'est Tehillim 118, pasuk. C'est le vers 20. Ça veut dire, cet portail est à Dieu. Les justes passent par là. Et on voit tout au milieu, il y a un portail. Et puis ça continue. Habayit hazeh nivna al yadei hakatzin Nediv lev merabim. Cette maison a été construite par le Katzin, l'homme influent et aisé. Nediv lev merabim, très généreux, plus généreux que beaucoup. Kvod harav, l'honorable Leiser, Zecher Tzadik Livraha, que son souvenir soit béni. Bishnat Tav Kuf Kaf Zayin, c'est-à-dire, est-ce que j'ai traduit ça? Je ne sais pas. L'honorable Leiser, que son souvenir soit béni. Dans l'an, ça fait 527, ça veut dire 67, 66, l'Ifrat Katan. Alors, et puis, Venit Chadesh al Yadei HaKahal de Niederhagenthal, et était rénové par la communauté de Niederhagenthal, Bishnat Tav Reish Yut Tet, dans l'an 619, l'Ifrat Katan. Ça fait 1859-58. C'est voilà, c'est ça qu'on peut lire très bien, mais ça pose beaucoup de questions, des mystères. Et j'ai consacré les années suivantes à comprendre ces messages. Enfin, j'ai trouvé la dénonciation
de la synagogue de Hagenthal-le-Bas qui a été démolie pour faire une église. Et puis, après, on a pu faire une nouvelle synagogue à Hagenthal-le-Bas. Et en 1767, mais puis en 1848, c'était Judenrumpel, c'était le pogrom contre les Juifs. On a démoli la synagogue de Hagenthal-le-Bas. On a eu 6 ans pour chercher de l'argent pour refaire la synagogue. Et cette pierre-là, c'était le linteau de la nouvelle synagogue de Hagenthal-le-Bas. Et cette Leiser, j'ai trouvé son tombeau. Il était préposé général d'Alsace. C'est lui qui a négocié avec le roi vers la fin du 18e siècle. Et après, en 1922, la synagogue, la communauté juive de Hagenthal-le-Bas a été dissolue et on a transporté les restes des choses comme ça, 6 pierres de Hagenthal à Hegenheim pour les déposer devant la synagogue. Walter Girdler m'a raconté cette histoire. La femme qui a habité à l'époque, en 1961, juste vis-à-vis de la synagogue, elle avait habité là dans cette maison depuis le début du XXe siècle. Sa propre maison était la mikvé de Hegenheim. Et elle lui a raconté que vers le début du XXe siècle, on a transporté des pierres de Hagenthal à Hegenheim et les a posées devant la synagogue. Je suppose que les autres 5 pierres sont venues de Hagenthal-le-Haut, où on avait démoli la synagogue en 1903. Et Walter Girdler s'est servi de ces pierres de Hagenthal-le-Haut pour encadrer la grande fenêtre. Et la pierre écrite, cette pierre-là, avec l'écriture, il a utilisé pour fermer l'ancien Aron HaKodesh qu'il avait fermé. Et oui, c'est ça. Pour moi, cette pierre, c'est le Rosetta Stone du Lerzbach. On voit qu'on a pu faire une synagogue à Hagenthal-le-Bas en 1758 qui a été presque détruit dans le Judenrumpel 1848. Et puis, on a mis cette pierre écrite dans le linteau de la synagogue rénovée de Hagenthal-le-Bas, où elle est restée pendant 60 ans jusqu'à 1922, où l'on a transporté à Hegenheim. Il y a des détails très très intéressants parce que, par exemple, le 7 verset du psaume 118, c'est apotropique, c'est-à-dire ça a la puissance de protéger contre les mauvais hommes. Cette portail, ça, c'est pour Dieu. Les justes entrent par là, pas les mauvais, pas les rishaïm. Ça a eu une puissance de protéger la synagogue contre les riches qui ont eu envie de détruire la synagogue. Par exemple, et pourquoi dans la dernière ligne on dit Venit Hadesh al Yedei Hakahal de Niederhagenthal? Pourquoi dit que cette synagogue a été rénovée par la communauté de Niederhagenthal si la synagogue est dans Niederhagenthal même? C'est parce que c'est une pointe contre la communauté chrétienne, parce que c'était la communauté chrétienne qui a détruit la synagogue, mais on n'a pas dû payer
les dommages. J'ai lu tous les documents procès-verbal à Colmar. La communauté juive de Hagenthal a essayé les voisins d'avoir détruit la synagogue, mais sans succès. C'était la communauté juive de Hagenthal qui a dû payer tous les coûts de restauration de la synagogue. Et c'était en somme immense à l'époque, 20 000 livres, quelque chose comme ça. Et c'est pour ça qu'on dit rénové par la communauté juive de Niederhagenthal, pas par autrui, mais par nous. Nous l'avons fait, la communauté juive de Niederhagenthal. C'est très riche, ce témoignage d'autrefois. Beaucoup de questions, beaucoup de hinweise, beaucoup de signes qui montrent à l'histoire du coin. Super, magnifique. Merci. C'est dommage qu'on n'arrive pas à voir sur la photo. Oui, j'ai essayé de trouver une photo, mais je n'ai pas réussi. J'ai publié quelques articles à ce sujet. C'est tout décrit et j'ai trouvé entre-temps beaucoup des autres documents au sujet du judaïsme en Lerztal autour de cette pierre, autour de ces deux maisons, les synagogues de Hagenthal et la synagogue de Hegenheim, qui existent encore. Mais Roger, tu as aussi une publication qui est en route sur les pierres du cimetière où tu as fait la description de... Oui, alors, moment, je les cherche, attends. Voilà, c'est une publication, je le tiens devant. Est-ce que vous le voyez? C'est là-dedans, Annuaire de la Société Histoire du Synagogue. Aussi, là-dedans, dans le Génami, c'est le... Mais j'ai fait des PDF, je peux les envoyer comme attache, comme annexe à mail. Je pense qu'on peut mettre des documents sur le site sur Facebook, sur le patrimoine. Oui. Voilà, on peut développer ça plus tard. Tu as compris? Il y a un écho dans le système. Il y a un écho avec le micro. Oui. Et voilà, est-ce que je pense qu'il faut qu'on avance sur la photo? On avance. Voilà, ici on voit encore des choses qui doivent qui doit être restauré, le portail, le plâtre dans le premier étage, le bois dans la galerie. Peut-être quelqu'un doit arrêter le... Ah oui, voilà, maintenant ça va mieux. Oui. Ici, on voit le plan. En fait, ce qu'on veut en faire, on ne va pas faire des interventions très grandes, pas du tout. On va faire le minimum absolu. Mm-hmm. On veut faire dans la grande salle, on va faire un chauffage à sol. Ça veut dire on doit excaver un peu le sol, mettre un chauffage à sol, et puis après on va couvrir tout ça avec du bois. Mm-hmm. On veut faire des événements pour art contemporain, de la danse, de art visuel, la performance, mais aussi la littérature, la musique. On veut que ça devienne une place de rencontre des arts européennes et trinationales européennes. Et ça va devenir... on veut faire ça par des résidences d'artistes qui auront dans ce grand espace, dans la Colombe, on va installer des box d'habitation où ils peuvent vivre, dormir et avoir un peu d'espace privé. Là, ça c'est le premier étage. Il y aura des
des pièces séparées avec du vitre, par exemple ici et ici où on pourra travailler dans le travail de bureau. Et ici, dans l'ancienne école Torah, il va y avoir une grande cuisine avec une grande table. Je vais de nouveau en bas. Ici, parce qu'on doit être conforme aux normes pour faire cet espace accessible pour le public. Il nous faut avoir un accès une sortie de secours avec une toilette pour chaise roulante, fauteuil roulante. Ici, on veut faire un petit café-bar comme c'est déjà, on va l'améliorer un peu et on veut faire un café dehors aussi avec des tables et ce sera vraiment un endroit de rencontre très inclusif pour l'environnement direct de Heckenheim, pour les gens qui veulent faire des choses, s'ils veulent faire des cercles de lecture ou faire un marché aux puces ou faire une petite exposition ou des petits concerts. Des fois, ils peuvent aussi s'étendre dans le hall s'il n'est pas occupé. Ici, on voit encore, on va juste étendre la fenêtre et en faire une sortie de secours en vitre. Je pense que c'est... Parce que, par exemple, cette toilette pour chaise roulante, si on la ferait à l'intérieur de la maison, ça dérangerait vraiment la structure de la maison, alors on le fait à l'extérieur. Voilà, je crois que j'ai tout dit maintenant. Habe ich was vergessen? No, not really. Not really. Alors, et qui a fait les plans? Les plans ont été subventionnés par une fondation suisse, par la fondation Kantensprung. Et c'est un bureau d'architecture qui s'appelle, comment ça s'appelle déjà? Sarl, what's the name? Denkstadt, genau, Denkstadt. C'est un bureau pour du planning, urban planning, comme on dit en français. Qui ont fait le plan, ils ont fait les mesures. D'accord. Alors, en fait, finalement, le projet, naturellement, c'est un projet international. Absolument. Voilà. International, oui. And the current plans are made in cooperation with Rémi Cladin. It's a French architect who is more or less specialized in historical building. Okay. Not only the buildings itself, but also the techniques and the way of restoring it. And he made really, I think, a really nice plan to use traditional materials like chalk by insulating the building and renovate it in a way that the original structure is kept as much as possible according to the new regulamentations, and also to keep it very original in the way how the air and the natural environment is saved, so that we has not a very strong insulated roof, for example, because that would partly attack the construction of the roof. From the outside, you see that it's much more thicker, but it also could limit the circulation of the air, and therefore that could damage some parts of the original construction. Yeah. Par exemple, on a décidé de laisser la colombe comme elle est. Oui. On ne va pas faire une grande isolation. On restaure le toit, mais aussi avec les anciennes tuiles. Mais on ne va pas l'isoler. On isole le sol. Aussi ici, ce sol-là va être isolé vers le bas et vers le haut, ça ne fait pas beaucoup de sens, mais parce que ça reste quelque part ouvert. Il y a le vent qui va à travers tout ça. Mais on y installe des boxes d'habitation qui seront très bien isolées. C'est-à-dire qu'il y aura des boîtes dans cet espace qui est ouvert, qui est naturel. Oui. Des boîtes d'habitation, on peut dire. Et ils vont être isolés pour dormir. Et pour ouais. Oui, le petit espace, on peut facilement le chauffer, bien sûr, et très rapidement chauffer. Il
il va aussi avoir un box de bain où on peut comme une salle de bain ou des salles de bain. Alors, ça va être comme un petit village là-haut, de petites box. Parce que ce soit peut-être pas sur cette image, mais c'est énorme. Hein. C'est 250 mètres carrés. D'accord. Et de 7 mètres de hauteur. Ah, c'est magnifique. Oui, c'est... Alors, je vais en bas de nouveau, pardonnez-moi. C'est juste pour en finir. Voilà, oui. nos coordonnées. Voilà. Parce que... C'est le temps de pub. Oui, c'est les contacts si jamais vous êtes intéressé pour les activités culturelles, pour faire quelque chose ou pour nous soutenir, parce qu'effectivement, on a vraiment besoin de soutien financier, mais aussi il y a aussi d'autres façons de soutien, bien sûr, de knowledge, de savoir-faire ou de artistique, whatever. Mm-hmm. Alors, je vous prie de noter nos coordonnées. Et pareil, puis, Mimi, je te propose que tu peux mettre ça sur le site, sur le Facebook. D'accord. Patrimoine, comme ça va être accessible à tout le monde. Et voilà, et qu'on pourrait, j'espère, proposer de différentes choses. Soit des activités culturelles, soit des 500 000 euros, soit... Oui, voilà. soit des aides avec des bras, etc. Oui. Voilà, on va garder peut-être 2-3 minutes si quelqu'un veut réagir aussi par rapport au magnifique projet. Et tout d'abord, je voulais te remercier, Mimi, pour les contacts que tu as fait avec moi. C'est tout récemment, on peut dire. Oui, oui, c'est super. Merci beaucoup à toi aussi de nous inviter avec un grand plaisir. Cette plateforme. Et je pense qu'on va marcher ensemble pour la sauvegarde des patrimoines. Et avec nous, avec beaucoup d'amis qui sont avec nous, etc. Voilà. Et Michel, est-ce que tu veux peut-être 2-3 mots? Est-ce que vous envisagez de reconstituer l'Aron Kodesh fidèle à l'origine avec les fenêtres d'origine? Oh, là tu attaques fortement. Hein? C'est exactement la question que je voulais demander. La fenêtre, est-ce qu'ils vont la remettre comme avant? Alors, on est dans la photo que j'ai derrière moi. Oui, exactement. Bah, pour la fenêtre, on peut pas... D'autant plus que les colonnes, vous les avez encore. On a encore les colonnes et puis on est en train de réfléchir comment on peut valoriser la mémoire de ces fenêtres. Comment on peut visualiser ça. Je me suis dit peut-être on pourrait faire un concours pour des artistes et des architectes de leur montrer ce problème. Comment on peut visualiser ce qui était là, ce qui n'est plus là. Ouais. Avec... Aujourd'hui, on peut habiller un mur avec un faux semblant. Oui. Ceci dit, votre association pour la conservation de la synagogue, elle n'est pas toute récente. Elle date déjà des années 1920. Ah bon? Et j'ai un papier ici en main, Comité pour la conservation de la synagogue de Hegenheim, qui est signé par le rabbin Schuller de Saint-Louis à l'époque et par maître Léon Dortmann, avocat à Mulhouse. Si inclus, veuillez trouver un exemplaire de la circulaire adressée fin 1922 par le Comité pour la conservation de la synagogue de Hegenheim, qui vous rappellera le but que nous poursuivons. À l'époque, notre projet trouvera le meilleur accueil, tant auprès de la plupart des originaires de Hegenheim que de nombreux coreligionnaires qui partageaient notre avis. Préserver cette synagogue au passé célèbre du sort réservé à toutes les synagogues voisines. Grâce au généreux concours, nous avons pu exécuter les travaux les plus urgents et installer l'appartement de la famille qui aura la garde ainsi de notre sanctuaire. Mais, et je ne vais pas vous lire toute la lettre, donc déjà en 1922, il y avait un comité de sauvegarde pour la synagogue. Ah oui. Et signé par... Voilà. Mais, oui. Mais c'est le consistoire israélite de Haut-Rhin qui l'a vendu. Il l'a vendu à Walter Gürtler. Oui, mais cette association... Ça, c'est plus tardivement. Oui, en 1961. Ça, je parle en 1922. Oui. Oui. Oui, là, il y avait... Oui. C'est-à-dire que c'est une association à part, dehors des consistoires. Oui.
Mais elle est où cette association? Elle n'existe plus probablement. Hein. En tous les cas, les signateurs n'existent plus. Vous savez, Roger? Roger, il veut dire quelque chose, mais il n'est pas sur le... Il faut ouvrir votre micro, monsieur Roger Hamon. Oui, sinon ça ne marche pas. Roger, tu dois ouvrir le... Je m'excuse. Le rabbin Schuller, il est décédé en 1937. Il était le dernier rabbin de Hegenheim, le premier rabbin de Saint-Louis. Je suis ami avec sa petite fille qui habite tout près d'ici, Myriam Weil. C'est le contact avec rabbin Schuller. Super. Sa petite fille vit encore. Merci. Mais l'association, je crois plutôt non. Je crois plutôt que non. J'en suis persuadé. Merci. Est-ce qu'on peut demander à Roger, aussi bien qu'au mari de Mimi, juste de se présenter, de nous dire qui ils sont, d'où ils viennent, parce qu'ils ont un accent américain. Alors, juste pour en 2 minutes se présenter, si ça ne vous dérange pas. Alors, voilà. Les maris, vous. I'm sorry, I don't speak very well French, so My question was if you could just introduce yourself and tell us who you are. Because I'm the husband of Mimi. But since 6 weeks, by the way. Since a few weeks. Oh. Mazel tov. The marriage was in the synagogue, I imagine. Afterwards, but Bon, I'm an artist, photographer, and I was a civil engineer till my 27th, so it's not really relevant. But well, after getting in contact with Mimi, I also was introduced more or less to the synagogue. And of course, then it's very clear what you should do. Voilà. Alors, I take a little bit the part of the engineer or the architect with my Dutch knowledge in this project. So yeah, because you restored I also restored already 6 or 7 old houses or very old houses in Utrecht in the Netherlands. Okay. Are you from where are you originally yourself? Are you born originally I'm from Rotterdam in the Netherlands. Right. Okay. Thank you. Now, do you have, both of you, have you got in mind to keep a very Jewish look to the old place? Are you interested in keeping and conserving the Jewish look of the synagogue, or are you going to make it a center of for youth and making it very modern and not keeping the old Jewish look of the place? We will not make it as a white cube, what often happens. So we will keep as much as possible the original details, which are still there. In our concept, so we don't want to. In fact, we don't want to change anything, except that we have to do some things like making the windows isolated, to renew the roof, to put a floor heating instead of no heating, and also the structure of the entry and the stair, the gallery. We all want to bring it back as much as possible in the original state and restore the old missing parts and using as much as possible the old plaster, etc., etc. So we want to keep as much as possible the original details. So that means the details belonging to the synagogue as a synagogue. Even the old materials which were used for the little round windows and the glass, we will look for a place in the new building or the renovated building. There's no new building. No, now with the renovated building. Mimi, on peut expliquer en français, en grand, que je pense qu'on a bien compris que l'idée de rénovation, de restauration,
de la synagogue, c'est pas tourner la synagogue en white cube, en cube blanche, comme un autre exemplaire qu'on a en Alsace. L'idée, c'est vraiment sauvegarder et garder l'image de la synagogue comme il est. Voilà. Mais continue et créer aussi des activités culturelles et contemporaines dans le même temps. Oui, comme vous avez vu les exemples que j'ai montrés, ce sont des activités artistiques qui s'adaptent à l'endroit. À l'espace, voilà. À l'espace, oui. Oui, c'est ça. Not the other way around, that we change the synagogue in a way that it's just a building. Ouais. So the historical aspect of the building is really important. Right. And you're going to make it like vous allez en faire une place, un centre culturel lucratif? Non, non lucratif. Non. Ce sera uniquement publicité et des activités sociales, culturelles? Exactement. On va faire des activités socio-culturelles et de l'art contemporain. Et pour ça, il faudra trouver, bon, je pense que le centre socio-culturel pourra se financer soi-même, plus ou moins. Par qui, par quoi, si les gens ne payent pas? Eh bien, si on boit un café, on paye quelque chose pour le café. S'il y a un petit concert, on paye quelque chose pour le concert. Des petits, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est juste pour financer l'endroit sur place. Ouais. Et pour l'art contemporain et pour les artistes en résidence, il faudra trouver des fonds de culture. Non, parce que vous allez avoir des frais, chauffer, conserver la chaleur, rafraîchir l'endroit en été, etc., etc., l'air conditionné. C'est assez cher tout ça. Mais ils sont très motivés. Il faut faire du fundraising. Il faut trouver des fondations ou des institutions gouvernementales qui soutiennent des activités culturelles et artistiques. Et on va probablement le louer peut-être 3, 4 fois, 5 fois au maximum pour, je sais pas, pour faire un film ou pour un mariage ou quoi que ce soit, pour avoir un peu une entrée d'argent, quoi, oui. C'est ça, oui, parce que c'est pas possible autrement. Oui. Oui, la prochaine fois en Alsace, on ira voir comment ça avance. Bah oui, venez voir. On passera chez vous, pas pour un café, plutôt pour un Riesling. Oui, exactement. Absolument. Septembre l'année prochaine, on viendra. You are welcome. Si Dieu veut, vous avez prévu d'avoir ce projet, combien de temps vous croyez que ça va vous mettre? Bah, on espère que dans une année, les rénovations seront faites. Et on va démarrer. Moi, je voulais dire un grand bravo et toute une admiration au travail que vous faites. D'autant plus que j'étais très touché aujourd'hui parce que c'est la synagogue de ma grand-mère, qui est née à Guntal, qui est née le siècle dernier, le siècle avant-dernier. Elle est née à Guntal. Et ça m'a fait un petit peu penser à l'endroit où elle devait aller quand elle était jeune. Et je trouve vraiment le travail que vous faites magnifique. Et je mets un peu ça en parallèle avec les endroits que je connais, par exemple Thann, le travail qui est fait par Eliane Ferrari, qui fait un travail aussi énorme, et le travail qui est fait à Hinwiller, qui a été fait par Michel Lévy. Ce sont toujours des gens presque seuls qui ont des associations, mais qui en veulent vraiment beaucoup pour arriver à leur fin. Et le travail qu'ils font sont magnifiques, et moi, ça mérite toute mon admiration. Merci beaucoup, tu as raison. Ouais, vraiment, vraiment, c'est juste ce que vous dites. Merci beaucoup. Alors, je voulais te remercier énormément encore. Vraiment, c'était magnifique. Merci beaucoup. Voilà, je trouve que le projet est hyper positif et très motivant. Et il y a beaucoup d'énergie dedans. Et comme promis, si je peux vous aider, c'est avec plaisir. Et merci pour les partages que tu et vous avez fait avec nous. Merci à Roger, merci à ton mari, merci à tout le monde. Et là, vraiment, c'était super.
Merci. Yoav, est-ce qu'on peut vous demander de nous introduire Roger? Alors, moi, on ne sait pas qui il est, c'est-à-dire on l'a vu, mais qui est-ce qu'il est, d'où est-ce qu'il vient? Alors, on va demander, Roger, si... Je pense qu'il y a un petit problème au micro là-bas, mais on va faire ça rapidement. Roger, si vous pouvez, voilà, vous êtes qui? Allô? Oui. Oui, je m'excuse, je n'ai pas compris, mais j'ai une demande à vous, Yoav, si vous pourrez dire mes amitiés les plus chaleureuses à mes amis Norbert Schwab, Jean-Pierre Lambert, Freddy Raphael. Oui. Comment, s'il vous plaît? Avec le verre. Roger, just tell us who you are. Oh, I'm sorry, I didn't understand it all. The question was, where are you from? Where are you? Because you don't speak French, so who are you? Right, I don't speak French at all, je m'excuse. Je m'appelle Roger Armand, je suis né à Stuttgart, mon père a été dans le militaire américain. J'ai grandi aux États-Unis, à Nord-Est, Boston, New York, Baltimore. J'habite à Bâle depuis presque 40 ans et je suis en retraite maintenant et je consacre mon retrait à la documentation des cimetières juifs du Sungo. Je poursuis 7 projets au moment de Agenthalebal, les cimetières Agenthalebal, Agenthaleo, Dürmenach, Lungschwiller, Herlesheim, Hadstadt, Fegersheim et Thann. Ça fait 2300 matsevas que j'avais traduit déjà et je suis en train de les digitaliser, faire des protocoles avec des photos et des publications sont prévues pour ces travaux de mémoire. Magnifique. D'accord, super. J'habite à la rue de Hegenheim. À Bâle, j'habite à Bâle, à la rue de Hegenheim, 227, Nomen Est Omen, 200 mètres de la frontière et 5 minutes avec vélo, avec bicyclette de la synagogue de Hegenheim. Je trouve que c'est parfait. Bravo, merci beaucoup, merci beaucoup. Je vous en prie, Bavakasha. Bon, merci à vous tous encore une fois, c'était magnifique. Je vous invite vendredi à 14h. On a encore rendez-vous avec Alain Kahn. Et voilà, je vous souhaite un bon après-midi et merci encore Mimi. Merci à vous.